banquise du Grand Nord va-t-elle bientôt disparaître? C'est l'angoisse de ce capitaine de bateau norvégien. Chaque hiver, il constate que la glace se forme un peu plus tard, un peu plus fine. On ne sait pas ce qui se passe, mais les changements climatiques ont beaucoup d'influence. S'il y a de moins en moins de glace sur ces routes du Nord, il y aura de plus en plus de trafic de bateaux, j'en suis sûr. De nouvelles routes maritimes s'ouvrent dans l'Arctique. Et pour le maire de ce port norvégien, c'est une opportunité à saisir. Nous voulons devenir le Singapour de l'Arctique. On pourrait voir passer des cargos conteneurs venus d'Asie, de la Chine. Gain de temps, d'argent, de carburant, la Chine mise sur l'Arctique pour approvisionner plus rapidement l'Europe, au point que le régime de Pékin a lancé la construction d'un brise-glace nucléaire. Mais dans le Grand Nord, la Russie garde une longueur d'avance. En 10 ans, elle y a construit 14 bases militaires. Les soldats peuvent y tenir un siège. Nos réserves en eau et en nourriture peuvent durer 1 an. L'Arctique devient de plus en plus convoité, notamment pour ses ressources en hydrocarbures. Avant de quitter la Maison-Blanche, Donald Trump a bien tenté de vendre des concessions pétrolières et gazières en Alaska, mais Joe Biden vient d'annuler les projets de forage. Nous allons revoir et réinitialiser le programme pétrolier et gazier. Je signe aujourd'hui un décret pour renforcer le plan ambitieux de l'administration pour faire face à la menace existentielle que représente le réchauffement climatique. Cette menace est au cœur de la conférence annuelle Arctic Frontiers, les frontières de l'Arctique, qui s'ouvre aujourd'hui. Peut-on éviter la course des grandes puissances vers le Grand Nord? Les rivalités commerciales et géopolitiques vont-elles accélérer la fonte des glaces? Depuis 2 ans, un étonnant balai de navires fend la banquise de l'océan Arctique. Des gigantesques bâtiments effectuent des rotations régulières au large des côtes russes, encadrés par des bateaux de surveillance et de secours en mer. La manœuvre en cours doit être exécutée avec la plus grande prudence et une extrême précision. Nous supervisons le chargement de pétrole brut en provenance du terminal. Nous préparons le canal de navigation. Nous transférons le mètre d'amarrage à bord du tanker. Mais notre fonction principale, c'est de parer à toute fuite de pétrole. Ce jour-là, le Baltica escorte le Sturman Maligin. Il fait partie d'une flotte de 6 tankers brise-glace russes, transportant l'or noir vers l'Europe et l'Asie. Il vient dans ce chenal charger le pétrole brut extrait à quelques kilomètres de là, en Sibérie. L'Arctique est devenu le nouvel Eldorado de la planète. La Russie extrait de cette région 1/4 de son pétrole, 80% de son gaz naturel et des minerais comme le nickel, le cobalt, dans des conditions climatiques extrêmement difficiles. L'essentiel des hydrocarbures est destiné à l'exportation. Grâce à un chapelet de ports situé sur son littoral arctique, la Russie contrôle désormais une route commerciale qui relie l'Europe à l'Asie par le passage du Nord-Est. Cette course aux richesses naturelles était impensable il y a encore 20 ans. Mais la fonte de la banquise rend la navigation sur l'océan Arctique plus facile et l'évolution des technologies permet même de forer dans des conditions extrêmes. En juillet dernier, côté canadien, une expédition escortée par les gardes-côtes est venue observer l'influence des dérèglements climatiques sur les courants marins. Ces chercheurs de l'université du Manitoba sont formels. Le réchauffement climatique est 2 fois plus rapide ici que sur le reste de la planète. La banquise d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle que j'ai connue quand j'ai démarré ma carrière. La grande différence, c'est que la couche de glace est plus fine et qu'elle se déplace beaucoup plus rapidement.
Et puis les étés sont tout à fait inhabituels. On le voit ici dans la baie d'Hudson. On la survolait l'autre jour et la température était de 19 degrés à plus de 7000 mètres d'altitude. Au sol, il faisait 2 degrés. La raison, vous la voyez autour de vous. Nous sommes sur une banquise qui fond, faisant monter l'air chaud dans l'atmosphère, alors que la surface reste froide. Dès que vous montez un peu, l'atmosphère est dominée par des courants d'air chaud en provenance du sud. À quelques centaines de kilomètres d'ici, la ville de Churchill a battu des records de chaleur à 32 degrés. Est-ce que la banquise va continuer à fondre? Je dirais que oui. La banquise ne sera plus jamais comme je l'ai vu au début de ma carrière. Nous avons passé le point de non-retour et la bascule s'est faite probablement autour de 2007-2010. L'Arctique concentre un tiers des réserves d'hydrocarbures de la planète. Le réchauffement climatique permet de forer plus facilement. Et la Russie le fait intensivement depuis 2 ans. Il y a encore 3-4 ans, on disait que le trafic maritime était quand même quelque chose, qui allait se développer tardivement, progressivement. Et ça y est, la Russie est en train de sortir le gaz exploité à Yamal par la voie, la route maritime du Nord par l'Est et l'étroit de Bering l'été, et par l'Europe en hiver. L'entreprise russe Novatek s'est alliée à Total et à la Chinese National Petroleum Corporation. La Chine achète beaucoup de gaz pour remplacer le charbon trop polluant et elle compte beaucoup sur la Russie pour s'approvisionner. Une fois liquéfié, le gaz naturel est transporté par bateau. La Russie rénove ou construit des ports en eau profonde, comme celui de Sabeta. Il y en aura 16 d'ici 2025, sur toute la côte, accessible à des navires de gros tonnage, aux coques renforcées. Le méthanier Christophe de Margerie peut naviguer dans 2 mètres d'épaisseur de glace. Il est le premier d'une flotte de 15 tankers en construction permettant d'exporter le gaz vers la Chine et la Corée par la route du Nord-Est. Cette nouvelle route amenée à se développer. J'espère que ça va marcher. C'est un avantage économique évident pour les entreprises comme pour les clients. La distance est raccourcie de façon considérable et le coût devient très avantageux. Le prix du carburant est très élevé quand le navire doit faire le tour de l'Afrique, contrairement à la voie maritime du Nord qui est une ligne droite. La Russie construit aujourd'hui des routes comme celle-ci, longues de 350 km, reliant 2 grandes villes de la péninsule de Yamal. Mais elle bâtit aussi des ports, des aéroports. C'est un investissement pour l'avenir. L'importance stratégique de l'exploitation des hydrocarbures arctiques pour la Russie est déterminante. Premièrement parce que elle représente 46% du budget de l'État russe. Deuxièmement, elle représente les 2 tiers des entrées de devises étrangères en Russie, ce qui est colossal, et ce qui est déterminant pour justement la soutenabilité des finances publiques russes, et lui permettre de pouvoir continuer ses investissements tant en Arctique qu'ailleurs. Les investissements de la Russie dans cette zone ne datent pas d'aujourd'hui. Le port de Doudinka, sur le fleuve Yenisseï, ravitaille le centre minier et sidérurgique de Norilsk depuis les années 30. Ce centre métallurgique, le plus grand au monde, fait aussi de Norilsk la ville polaire la plus polluée par les métaux lourds et le dioxyde de soufre. Malgré les efforts pour atténuer les effets de la pollution, les affections respiratoires sont fréquentes et l'espérance de vie bien en dessous de la moyenne nationale. Mais Norilsk est un pôle industriel stratégique qui génère à lui seul 2% de la richesse du pays. Un patrimoine national. L'Arctique est depuis longtemps une terre inhospitalière, mais indispensable à la puissance russe.
Si la conquête de l'Arctique est économique, elle est aussi territoriale. Elle a des conséquences sur le mode de vie des populations locales de la péninsule de Yamal, les Nénètes. C'est l'ethnie la plus importante de Sibérie. Pour l'essentiel, elle vit de l'élevage de rennes et un peu de pêche. Aujourd'hui, plus de 10 000 Nénètes élèvent 300 000 rennes dans les pâturages de la péninsule. Sous leurs sabots, les énormes gisements de gaz et de pétrole. Les Nénètes sont des nomades. Au printemps, ils entament leur migration vers le nord. L'été, ils parcourent 10 km par jour lorsque les rennes traînent leurs traîneaux sur l'herbe. Mais en hiver, ils peuvent faire jusqu'à 20 km en glissant sur la neige. La transhumance, qui s'étend sur un millier de kilomètres, permet aux troupeaux de trouver de quoi se nourrir. Mais depuis que l'exploitation des champs de gaz et de pétrole s'est étendue, les zones où les familles s'implantaient l'été sont devenues inaccessibles. On nous dit « cette terre n'est pas la vôtre ». Elle appartient à tout le monde. On n'a pas le droit de dire que la terre est à nous, pourtant on vit ici. La terre appartient à l'État. On entend tout le temps ça. La terre est à l'État, le gaz, le pétrole sont des richesses de l'État. Mais cette terre, je l'aperçois comme mienne. Je ressens même de la douleur. J'ai vécu ma vie ici, et je l'ai vécue avec passion et avec joie. Mes enfants ont grandi ici, mes reines ont grandi ici. J'y étais heureuse. Tout ça s'efface avec le temps. À la fin de l'été polaire, des hélicoptères se posent dans les campements pour emmener les enfants dans les internats. Ils y passeront l'essentiel de l'année scolaire. Le nomadisme nénète a survécu à la première colonisation russe et au régime stalinien. Mais la sédentarisation des jeunes générations met en péril ce mode de vie. L'État russe assure l'éducation des petits nénètes, un changement de vie parfois brutal. Après avoir grandi jusqu'à 7 ans en plein air, au milieu de la toundra et des rennes, les enfants se retrouvent entre 4 murs pour apprendre le russe. Ils ne seront rendus à leur famille que 9 mois plus tard. Ce déracinement profond, ainsi que l'exploitation des terres, peut marquer la fin du nomadisme et de la culture nénète. Le Canada aussi entraîne ses troupes arctiques. Nous sommes à Resolute Bay, l'un des rares villages habités du Grand Nord canadien. Exercer sa souveraineté ici, c'est apprendre comment se déplacer, se nourrir, se protéger dans des conditions climatiques extrêmes, moins 30, voire moins 40 degrés. Le gouvernement a prévu d'étoffer ses troupes au sol et de mieux contrôler son espace maritime. Officiellement, il n'y a aucune raison d'envisager un conflit direct avec la Russie. Mais un regain de tension ailleurs dans le monde pourrait avoir des répercussions ici. La supériorité opérationnelle russe, qu'elle soit aérienne, navale ou terrestre, inquiète. Les Norvégiens, qui partagent une frontière avec la Russie, participent régulièrement à des manœuvres de l'OTAN.
Voici le scénario. 50 000 soldats de 31 pays viennent aider la Norvège envahie. L'agresseur n'est évidemment jamais nommé, mais il s'agit bien sûr de la Russie. La militarisation de la région est réelle, et même si elle ne sert officiellement qu'à sécuriser les routes commerciales et assurer un secours en mer, elle provoque inquiétude et tension. Et pourtant, l'océan Arctique offre aussi un spectacle naturel époustouflant. Et plus la glace fond, plus il est accessible. Sa beauté naturelle en fait une attraction touristique de premier plan. Rien qu'au Groenland, plus de 100 000 croisiéristes ont navigué au milieu des icebergs l'année dernière. Les bateaux rejettent leurs eaux usées près des côtes avec des produits de nettoyage très polluants. Une catastrophe pour un écosystème aussi fragile. Le tourisme, en fait, est l'illustration du paradoxe arctique. C'est d'un côté une fascination pour une zone hostile à l'homme, et deuxièmement une zone que l'on souhaiterait protéger et préserver, puisqu'on en reconnaît la richesse naturelle et biologique. D'un autre côté, on se prépare à justement tirer un profit économique du développement du tourisme par justement l'adaptation des infrastructures portuaires pour accueillir des navires de croisière. Les touristes viennent observer un monde en voie de disparition. C'est même un argument de vente pour les croisiéristes. Des paquebots de 400 ou 500 places peuvent aujourd'hui faire escale dans des petits ports, avec les conséquences habituelles du tourisme de masse. Bon nombre de fjords dans le Svalbard ne peuvent plus se traverser en motoneige. Les glaciers se retirent de plusieurs centaines de mètres par an et l'écosystème se transforme. Des poissons, comme les maquereaux et les morues, apparaissent, alors que certaines espèces d'oiseaux disparaissent. C'est un endroit très riche, mais les colonies d'oiseaux sont plus éloignées. Le glacier a reculé de 4 km. Ça signifie également que les oiseaux doivent parcourir 8 km de plus pour chercher la nourriture et rentrer au nid. C'est donc un chamboulement pour les oiseaux. Ils doivent voler plus longtemps et dépensent une énergie importante pour élever leur progéniture. Quand j'étudiais la biologie dans les années 80, on travaillait sur des modèles adaptés à l'environnement. Mais nous avons cessé de tout modéliser. Les changements sont rapides et les animaux réagissent très mal à des changements aussi importants. Ils ne peuvent plus s'adapter. C'est un environnement qui est devenu imprévisible. 2016 et 2018 ont été les 2 années les plus chaudes des 100 dernières années. La banquise fond à vue d'œil. L'Arctique, qu'on admire aujourd'hui, ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Mais sa conquête commerciale et militaire ne fait que commencer.